Il y a eu 2 études en France pour justifier le confinement. Et puis surtout, il y a une très belle étude qui est celle de l'Imperial College, de l'équipe de Ferguson, conseiller officiel de l'OMS pour les épidémies. Il envoie le rapport 9. Personne ne l'a quand il le donne à Macron. Il a été classifié pendant 3 semaines. Personne n'a pu l'examiner en France. Donc on a pris une décision en France sur un rapport apocalyptique complètement faux, je vous le démontrerai tout à l'heure, qui est resté secret et donc qu'on n'a pas examiné par des mathématiciens français. C'est quand même un vrai problème. Ni par les représentants du peuple. C'est quand même aussi un problème en démocratie. Et ce rapport disait... AVS avec Philippe Robichon. Voilà, AVS à votre santé. Alors, on aura le couple Delépine. Ce matin, on va commencer par Gérard Delépine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, médecin, chirurgien orthopédique et puis oncologue. Voilà, vous publiez, alors on va le montrer à la caméra, votre journal, c'est votre journal du confinement. Alors, ça s'appelle Autopsie d'un confinement aveugle et ça vous va bien parce que c'est aux éditions Fauve. Alors, il y avait les nuances de grès. Maintenant, on a les nuances de rouge. Vous êtes dans quelle nuance de rouge aujourd'hui ? Moi, je suis dans le rouge colère. Ça m'étonne de vous. Oui, parce que ça fait maintenant presque 6 mois, puisque ça a commencé le 17 mars, ça fait même plus de 6 mois qu'on nous bassine avec le confinement. Le confinement à la française, à l'italienne, à l'espagnole ou à la belge est une nouveauté. La dernière fois qu'on l'avait utilisé en France, c'était à Marseille pour la peste. Avant le confinement à Marseille, il y avait 100 000 habitants. Après 1 an de confinement, il n'y en avait plus que 50 000, les 50 autres 000 étaient morts. Et puis on avait cru que le confinement empêcherait la maladie de s'étendre. Ça a été un fiasco total, puisque la maladie est partie dans toute la Provence et a tué 70 000 provinciaux de plus. Et elle a été tellement bien contrôlée qu'elle est arrivée jusqu'en Italie. Donc c'était l'enfermement des sains et des malades en même temps. C'est ça le confinement aveugle. On met en prison les gens sains et les gens malades. Depuis toujours, on sait que c'est stupide. La base du traitement des épidémies, c'est de séparer les gens sains des gens malades. C'est la quarantaine. La quarantaine a été très efficace dans toutes les grandes épidémies avant qu'on ait des traitements spécifiques. On a du temps pour en parler. Il y a eu un nouveau mot pendant cette épidémie, c'est la quatorzaine. Alors on verra si la quatorzaine est aussi efficace que la quarantaine, mais on verra aussi ce matin comment le président de la République, Emmanuel Macron, a été amené à prendre sa décision. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Il y en a beaucoup qui vous connaissent parce que vous êtes très très suivis par les réseaux sociaux. Beaucoup d'auditeurs de Beurre FM vont vous découvrir aujourd'hui. J'aimerais savoir, est-ce que vous vous reconnaissez dans les portraits que les journalistes font de vous ? Gérard, honnêtement, je ne sais pas, je ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, quand on dit de vous que vous êtes d'extrême droite, oui, non. Là c'est très rigolo. Ça vous ressemble ou pas ? Ah, pas du tout. D'accord. Alors d'extrême gauche, communiste. Communiste, non, parce que j'aime pas les partis. D'accord. De la vraie gauche à la Jean Jaurès, oui. D'accord. Ce n'est pas la gauche bobo. L'équivalent d'aujourd'hui, je les cherche, je les trouve plus. Bon, complotiste. Certainement pas. Même s'il y a, par l'analyse objective, des indices qui font penser qu'il y a quand même une organisation internationale qui nous impose les confinements, par exemple. Et ça, j'appelle pas ça du complotisme, j'appelle ça du décryptage de l'information. En parlant d'information, pendant l'épidémie, on a assisté à ce qu'on appelle une infodémie. Et vous expliquez comment finalement tous les médias sont amenés à dire la même chose, comment on explique et comment on retrouve, par une dépêche de l'AFP par exemple, que le confinement généralisé ou aveugle, comme vous l'appelez, a sauvé tant de milliers de vies. Bon, alors là, je crois que l'histoire a été très claire. Il y a eu 2 études. Il y a eu 2 études en France pour justifier le confinement par les hautes études commerciales. Et puis surtout, il y a une très belle étude qui est celle de l'Imperial College, celle de l'équipe de Ferguson, qui avait promis qu'on aurait 500 000 morts en France si on ne confinait pas, 500 000 morts en Angleterre, 2 millions aux États-Unis, 70 000 en Suède et 100 000 aux Pays-Bas. C'était l'été. Alors, ces études sont très simples. C'est Neil Ferguson. C'est Niels Ferguson. Oui, qui conseillait plutôt le... C'est le conseiller officiel de l'OMS pour les épidémies. C'est également, il est un peu subventionné par Bill Gates, par la fondation Bill Gates, comme d'ailleurs l'OMS. C'est-à-dire subventionné. C'est-à-dire le budget, par exemple, de l'OMS, et au moins 25% est apporté par Bill Gates. Il apporte plus... Par le biais de sa fondation ? Oui, par deux biais. Par sa fondation et lui directement. D'accord. Et il y a des études très précises là-dessus, c'est-à-dire qu'il apporte plus à l'OMS que les USA, qui étaient le premier contributeur, avant que Trump prenne la mouche. Alors son métier à Neil Ferguson, c'est la modélisation épidémiologique, c'est son métier, c'est son business. Absolument.
Alors, il a fait des modèles. Il a modélisé. Qu'est-ce qu'il envoie au président Macron? Qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, il envoie le rapport 9. Et alors, le rapport 9, il est top secret. Personne ne l'a quand il le donne à Macron. Vous dites qu'il est aujourd'hui secret défense? Non, il a été classifié pendant 3 semaines. Personne n'a pu l'examiner en France. Donc, on a pris une décision en France sur un rapport apocalyptique complètement faux, je vous le démontrerai tout à l'heure, qui est resté secret. Et donc, on n'a pas examiné par des mathématiciens français. C'est quand même un vrai problème. Ni par les représentants du peuple. C'est quand même aussi un problème en démocratie. Et ce rapport disait, si vous ne... Alors, le rapport est basé sur une modélisation. Alors, une modélisation, donc, on suppose qu'on sait comment fonctionne une chose. Alors, c'est vrai quand on parle de physique, de sciences dures, dont les lois sont immuables. La chute d'un corps selon la gravité, ça ne se modifie pas comme ça. Bon. Mais lorsqu'on part, et là on a des grands progrès avec la modélisation, puisqu'on l'a même appliqué à la bombe atomique, on n'a plus besoin de faire d'essais aériens, on arrive à modéliser l'explosion de nos bombes atomiques en fonction de ce qu'on change. Bon. Et pour les ailes d'avion, pour les carrosseries de voitures, tout ça on modélise et ça marche très bien, on n'a plus besoin de soufflerie. Bon. Le seul problème, c'est que ça s'applique aux sciences dures. Dès qu'on s'applique à la biologie, là on ne sait plus du tout. Parce que la biologie, c'est pas des lois immuables. Il y a la loi de l'action et des réactions. Si vous empêchez l'eau d'arriver, vous allez modifier les essences que vous trouverez dans vos forêts. Et chez l'homme, si vous lui interdisez, ou dans un cancer, si vous donnez vous lui coupez un cycle métabolique, il va prendre le plan B et il aura un autre cycle métabolique. Autrement dit, la vie, c'est pas du tout la physique, ça n'a rien à voir. Donc la modélisation de Neil Ferguson telle qu'elle est appliquée n'est pas applicable à un virus, à une épidémie. Je pense que c'est possiblement applicable on peut modéliser une épidémie quand on connaît l'épidémie. A posteriori, oui. Mais a priori, non. Or, il a basé tout son modèle sur les résultats de la Chine. En particulier, il a dit, attention, la mortalité est de 2%. C'est ce qu'avaient dit les Chinois. Les gens qui ne sont pas malades de manière visible, c'est-à-dire les porteurs sains du virus, sont contaminants pendant 3 jours avant qu'ils aient des signes. Toutes sortes de choses comme ça. Or, toutes ces hypothèses se sont révélées fausses. Le taux de reproduction est de 2,5. Ça double tous les 2 jours. Et tout ça, toutes ces hypothèses étaient fausses. Si vous faites un modèle mathématique sur des hypothèses fausses, vous avez bien entendu des résultats totalement faux. Dans votre livre, vous prenez des hypothèses aussi. Quelles hypothèses, par exemple? Des hypothèses qui expliqueraient qui a inventé le confinement. Enfin voilà. C'est pas une hypothèse. Le confinement moderne a été inventé par les Chinois, mais les Chinois n'ont pas fait le confinement à la française. Eux, ils ont associé le confinement, c'est-à-dire l'enfermement de quelques villes, parce que ça représentait quand même une petite partie de la Chine, mais surtout, ils ont fait la quarantaine. Quand je dis quarantaine, c'est l'isolement des malades. Ils ont fait un isolement musclé. On a vu des gens arrêtés parce qu'ils étaient malades et enfermés de force. Gérard Delépine, je voulais simplement vous dire que dans votre livre, quand c'est une hypothèse, vous dites que c'est une hypothèse. Oui. Vous marquez c'est une hypothèse. Oui, bien sûr. Bon, c'est important, qui est quand même très différent des faits. Absolument. Et je préfère rester factuel, effectivement. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les faits. Donc, Emmanuel Macron a ce rapport. C'est ça qui le décide à prendre. Il a eu peur et il a pris cette décision. Officiellement, en tout cas. Officiellement, c'est ce que j'ai comme explication. Je dois dire qu'il n'a pas été le seul, puisque nous avons la ministre de la Norvège qui est un des pays européens qui a eu le moins de morts du Covid, qui pourrait donc dire, grâce au confinement que j'ai imposé, c'est formidable, on a sauvé tous les Norvégiens. La Première ministre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à la télévision norvégienne, j'ai pris la décision de confiner par peur, elle le dit, et je le regrette. Nous aurions pu nous éviter beaucoup d'ennuis, en particulier de non-traitement des malades, de mise à mort de l'économie, parce que, et ça c'est son agence de santé publique norvégienne qui a étudié la manière dont l'épidémie avait évolué, parce que au moment où j'ai pris la décision de confiner, l'épidémie était déjà sur le déclin et le taux de reproduction était de 1,1 et donc elle se serait arrêtée de toute manière, même si on n'avait pas confiné. Elle le dit elle-même. D'autre part, elle a fait travailler l'agence sur les séquelles pour les enfants, et elle a conclu la fermeture des écoles a été un drame pour les enfants qui vont payer toute leur vie par des pertes de revenus, à vie. Et cette étude donc, des conséquences pour la fermeture des écoles chez les enfants a été confirmée par une étude anglaise qui dit la même chose, en disant les conséquences sont à vie et bien graves. Alors vous illustrez les dangers des simulations avec un autre exemple, le vaccin Gardasil par exemple.
Là, il n'y a pas eu... Si, vous avez raison. Le vaccin Gardasil a été vendu comme étant un vaccin contre le cancer du col. Or, ça n'a jamais démontré qu'il... Le col de l'utérus. Le col de l'utérus. Or, il n'a jamais été démontré qu'il avait le moindre effet sur le cancer du col de l'utérus dans les essais. Dans les essais, c'est exactement ce qu'a expliqué Nicole pour les cancers, pour les drogues anticancéreuses. On a pris un critère substitutif. On a dit ce serait trop long d'étudier le taux de cancer après vaccination Gardasil. Donc, on va étudier ce qui représentera le cancer. Et donc, on va étudier des dysplasies bénignes, donc des anomalies bénignes du col. Et on va y voir si ce taux diminue chez les vaccinés ou pas. Alors là, c'est un exemple vraiment du trucage. C'est parce que lorsqu'ils ont fait leur essai, ils avaient fait sur un grand nombre de femmes. Et lorsqu'ils ont examiné, eh bien, ça ne diminuait pas le nombre d'anomalies cytologiques, globalement, sur l'ensemble des femmes à qui ils avaient injecté le vaccin. Alors, ils ont eu une astuce, ce qui est totalement interdit en statistique. C'est un biais statistique majeur, ça rend l'étude nulle. Tout statisticien le sait. Je suis un tout petit peu statisticien, donc je le sais. Tout simplement, on n'a pas le droit de redéfinir les groupes une fois que les résultats sont trouvés. Parce que c'est très facile de trier, de choisir des groupes dans lesquels ça marche. Et là, ils ont choisi, ils ont trouvé que les filles qui n'avaient pas eu de rencontre avec le virus, le papillomavirus, avant d'être vaccinées, avaient un risque moindre de faire des anomalies cytologiques. Ils ont vendu là-dessus le vaccin. Ils ont eu, grâce à ça, l'autorisation de la Drug and Food Administration. Et maintenant, ils ont fait disparaître complètement la notion d'antériorité par rapport au papillomavirus, à tel point que la FDA vient d'autoriser récemment de vacciner les femmes jusqu'à 45 ans, ce qui est de la grande folie. C'est la grande folie. Alors, pourquoi c'est une folie ? Donc, ils avaient modélisé, je fais disparaître le virus. Entre nous, c'était faux, parce que le premier vaccin, il y avait 4 valences, et il y a 150 valences d'HPV, 150 souches différentes qui touchent l'homme et la femme. Donc, on n'en faisait disparaître que 4, on croyait que ça allait faire disparaître le cancer. C'est quand même une foutaise. Et là, maintenant, on en a 9, alors on est très fiers. Sauf que, si on regarde l'Organisation mondiale de la santé, ils disent qu'il y a au moins 18 souches qui sont cancérigènes. Alors bien sûr, le labo dit oui, mais les souches les plus méchantes, elles sont dans notre vaccin et on les bloque. Et donc ils ont imaginé que ça allait baisser. Et vous avez plein d'articles dans toute la presse, dans la France Presse, dans toutes les agences, disant c'est le merveilleux résultat de l'Australie qui va être débarrassé du cancer. Et pourquoi ? Alors toutes ces études, c'est nous avons fait diminuer le nombre d'infections à HPV du vaccin, des souches contenues dans le vaccin. Mais jamais sur le cancer. Alors on a eu le mauvais goût avec Nicole de regarder les taux de cancer. Et les taux de cancer, vous pouvez tous les avoir, c'est très facile, c'est par Internet, vous appelez faites registre du cancer. Donc en Australie... Alors, registre du cancer, ouais. En anglais. Bon, il faut parler en anglais quand on pour l'Australie, l'Angleterre ou la Suède. Cancer Register. Oui. Ouais. Alors non, mais vous pouvez aussi faire directement l'Institut de santé public des AHIW. Mais tout de même, vous tapez en anglais rate of cervix cancer et vous avez, ça sort tout de suite. Vous n'avez pas de problème. In Australia, in England, etc. Et là, lorsqu'on a fait ça, malheureusement, on s'est rendu compte que dans les classes d'âge vaccinées, parce qu'ils ont vacciné plein de gens, puisqu'ils ont fait les vaccinations scolaires, mais en Australie, ils ont vacciné jusqu'à 26 ans. Eh bien, dans ces classes vaccinées, le taux de cancer a augmenté, parfois de 100%. Vous expliquez pourquoi vous n'avez pas accès aux journaux officiels, comme Le Monde, Libération, même Mediapart, et vous racontez comment Marianne vous a refusé une analyse de 400 articles internationaux universitaires sur la non-contagion des enfants et la nécessité d'ouvrir leurs écoles. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme argument ? Rien. Ils avaient trop d'articles à présenter. Et surtout, on n'était pas dans leur ligne éditoriale qui est d'inciter les gens à se cacher, à avoir peur. Et nous sommes effectivement gouvernés par la peur depuis maintenant 6 mois. Et cette peur a été créée. Alors, je dis qu'elle a été créée parce que si vous regardez d'un peu de recul, et je suis un peu vieux, donc moi j'ai connu la grippe de Hong Kong et j'ai connu la grippe asiatique. Je rappelle que ces 2 grippes-là ont chacun fait 1 et 2 millions de morts au niveau mondial. Qu'actuellement, le Covid, il se traîne à 200 000. Donc, il a encore du chemin à faire s'il veut se mettre à la hauteur de ces grippes. Et durant ces grippes, nous avons eu plus de morts que le Covid en France. Une des 2 grippes a fait 100 000 morts en France, d'après les estimations de l'époque qui n'étaient pas aussi précises que maintenant. Et l'autre a fait 30 000. Donc, nous avons eu autant de morts. Et durant ces périodes, il n'y a pas eu de confinement. Il n'y a pas eu besoin. Et l'économie a allé. Et les gens sont restés optimistes et heureux de vivre. Et libres.
Alors, le 23 avril dernier, une simulation diffusée par tous les médias, donc suite à une dépêche de l'agence France Presse, annonce que le confinement généralisé aurait sauvé 61 000 Français. Vous arrivez à quel chiffre ? Moi, j'arrive à... le confinement a tué directement 25 000 Français, le confinement aveugle, et en a tué 25 à 30 000 de plus, ce que j'appelle les victimes collatérales. Ce sont les gens qui n'ont pas pu être traités pendant le confinement. Car pendant le confinement, il y avait en même temps le plan blanc. On interdisait aux médecins de soigner les autres pathologies. Les hôpitaux étaient fermés. Tout devait être réservé pour le Covid. Et si les cliniques étaient fermées, comme chirurgien, on ne pouvait pas opérer. On avait interdiction d'opérer. Parce qu'on devait rester le pied à côté du respirateur, prêt à prendre les malades de Covid. Je précise qu'il n'y a pas eu de malades envoyés dans les cliniques, sauf dans 2 cliniques ou 3 cliniques parisiennes, en tout et pour tout. Et il y avait des lits dans les cliniques ? Il y avait plein de lits dans les cliniques. En Alsace, il y avait juste dans un hôpital, il y avait juste une porte à pousser et on était dans la clinique qui est restée vide durant tout le temps. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement utilisait des TGV Covid et même des EVASAN, des évacuations sanitaires par avion Covid, et envoyait même un hôpital de l'armée Covid. Le cinéma est à grande échelle. Alors, Gérard Delépine, expliquez-nous comment on fait pour évaluer l'efficacité du confinement. Alors, moi, j'ai simplement examiné les chiffres des différents pays en comparant les pays qui ont confiné et les pays qui n'ont pas confiné. Ceux qui prétendent qu'il y a eu des guérisons grâce au confinement, c'est uniquement des simulations. Ils nous feront le coup de Ferguson. Alors, comment guérir 3 millions de personnes, par exemple, en Europe? Ils prétendent, Ferguson, nous, en France, on en a soi-disant guéri que 60 000. La simulation n'était pas bien faite. Parce que Ferguson, lui, il dit on a évité 3 millions de morts en Europe. Alors, il donne ces chiffres, et c'est quoi ? Nous aurions dû avoir 3 500 000 morts. Nous n'en avons eu que 500 000, donc on en a guéri 300 000. On a évité la mort à 3 millions. Sauf qu'ils ont eu le tort, ils travaillent comme des cochons. Alors, non seulement ils font des calculs faux, mais en plus ils travaillent comme des cochons, parce qu'ils ont eu le tort, dans leur article, ça j'invite tout le monde à aller voir leur table 2, pays par pays. Et il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, c'était ils ont mis les prévisions pour la Suède. Et ils mettent en Suède, nous avions prévu qu'il y aurait 27 000 morts au 1er avril. Alors, c'est eux qui ont arrêté au 1er avril, là, c'est pas une blague. Et nous avons observé qu'à ce moment-là, il n'y en a eu que 3 400. Donc, le confinement a sauvé 23 000 Suédois. Le seul problème de ce papier, c'est qu'il n'y a jamais eu de confinement en Suède. Alors, ils démontrent ainsi, premièrement, que leur estimation au 1er avril de 27 000 morts et au total de 70 000 morts est totalement fantaisiste, puisque la Suède est actuellement à un peu plus de 6 000 morts. Elle n'a jamais confiné. Donc, ils avaient une estimation... Elle n'a jamais confiné, mais la vie n'a pas été la même qu'avant non plus. Les gens se sont peut-être lavés un peu plus les mains. Ils étaient moins tassés. Ils ont été invités au télétravail quand même aussi. Oui, mais ça, c'est pas très gênant. Je veux dire qu'on invite les gens au télétravail, pourquoi pas ? Ça me choque pas du tout. Moi, ce qui me choque, c'est le confinement. Le confinement comme ça, en prison. Où j'étais à 20 km de mes petits-enfants que je ne pouvais pas aller voir. Ça, c'est insupportable. C'est le confinement où on empêchait les vieux de voir leurs petits-enfants. Mais pourquoi c'est une aberration médicale ? C'est ça qu'on essaie de comprendre. Pourquoi le confinement aveugle ou généralisé est une aberration médicale ? C'est très simple. Le confinement tel qu'on l'a fait à Française, il était très simple. Vous trouvez quelqu'un qui est contagieux. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne le mettez pas dans un hôtel à part, isolé de la reste de la population. Non, vous le renvoyez chez lui. Donc il va contaminer toute sa famille, éventuellement la cage d'ascenseur s'il est dans un HLM. Vous avez un vieux qui est dans un EHPAD. Il a les signes de Covid. On ne sait pas si c'est vrai puisqu'on n'a pas le droit de faire des tests. Je vous rappelle que les vieux n'avaient pas le droit de tests. Il n'est pas question de le mettre à l'hôpital. Alors que vous expliquez qu'on n'a jamais manqué de tests en France d'ailleurs. Non, on aurait pu ne pas en manquer si on l'avait voulu. Les Allemands n'avaient pas plus de tests que nous, mais ils ont testé, parce qu'ils ont décidé de mettre les tests sur le marché. Les agences régionales de santé ont refusé les tests que les vétérinaires leur ont proposés. Alors on revient à l'EHPAD. Alors vous avez ce vieux qui est contagieux, vous ne l'envoyez pas à l'hôpital, puisqu'il n'est pas question de mettre un vieux à l'hôpital, il faut réserver ça pour les jeunes. Je croyais, moi, au début, bêtement, que c'était pour protéger les vieux. Mais non, ils avaient décidé de protéger les jeunes, qui ne risquaient pas grand-chose. Il pouvait y en avoir quelques morts, mais... assez peu, on n'y a qu'à regarder les statistiques. Donc, ce vieux qui est contagieux, qu'est-ce qu'on faisait ? On le renvoie dans l'EHPAD. Et bien entendu, on n'avait pas donné de masque, on n'avait pas donné de moyens de l'isoler, donc il est parti pour contaminer ces autres malheureux. Et on a coupé dans les EHPAD, pourquoi on a eu tant de morts ? C'est que d'une part, on a coupé des familles. Or, le fait de séparer des gens très âgés de leur famille, qui constituent souvent leur seule joie de vivre, ça entraîne ce qu'on appelle un syndrome de glissement.
Ils n'ont plus goût à la vie, ils se laissent mourir. Et puis, ceux qui étaient vraiment trop résistants, alors là, on a appelé le Rivotril au secours. Le Rivotril est une drogue qui déprime la respiration, qui est d'ailleurs marquée contre-indiquée chez les gens en insuffisance respiratoire, chez les bronchites chroniques, etc. Et là, le gouvernement, ça a été signé par le ministre de la Santé et par le Premier ministre, a décidé de donner larga manu du Rivotril aux gens, non seulement qui étaient en phase terminale, mais sur simple suspicion, sans savoir s'ils avaient le Covid ou pas. Alors, Gérard Delépine, pour ce qui concerne cette épidémie, quels sont selon vous les chiffres, là, nous tous, qui sont intéressants à observer? Dites-nous. Il y a à quel point de vue? Au point de vue gravité, je vous l'ai dit. Vous avez vu, tous les jours, on nous donne des chiffres. Donc, oui. Alors, quels sont les seuls chiffres qui devraient nous intéresser pour qu'on comprenne quelque chose? Les seuls chiffres à peu près fiables, ce sont les morts. Je dis à peu près fiables parce que, comme on avait donné beaucoup plus d'argent aux morts testés Covid qu'aux morts ordinaires, il était très tentant de marquer Covid sur la fiche, sur le certificat de décès dans les hôpitaux. Ça s'est passé aussi aux États-Unis, enfin dans plein de pays. Aux États-Unis, Trump a dit attention, il faut que les gens qui sont atteints de Covid puissent être tracés. Comme beaucoup d'Américains n'ont pas de prise en charge sociale, n'ont pas d'assurance privée, l'État fédéral paiera pour toutes les Covid. Alors là, ça a fait exploser les chiffres de Covid parce que les hôpitaux qui voulaient faire du chiffre, tout malade qui toussait un petit peu, on l'a traité Covid et on a comme ça eu les subsides de l'État. À tel point qu'ils l'ont reconnu d'ailleurs récemment, le CDC, qui est vraiment très pro-vaccin, puisqu'il touche des subsides des vaccins, il a des pourcentages sur les vaccins qui se pratiquent, c'est pour ça qu'il est pro-vaccin, a reconnu que sur les morts dits de Covid aux États-Unis, il n'y en avait que 6% qui étaient vraiment morts de Covid directement. Comment vous l'appelez, vous? Le CDC CDC, ouais. le centre des disease control. C'est le centre qui se charge des infections aux États-Unis. D'accord. Le CDC, dont le siège est à Atlanta. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fonctionne pour rompre la chaîne de contamination? Il faut séparer les gens infectés des autres. Et puis, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de tests. Parce que l'hypothèse que les gens qui n'avaient pas de signes cliniques contaminaient, elle est fausse. Elle est presque totalement fausse. Les asymptomatiques, ce qu'on appelait avant les porteurs sains, les porteurs sains, le risque de contamination est très faible. Ça a été reconnu par par l'OMS, par sa responsable Covid il y a environ un mois à la télé. Elle l'a dit. Elle n'a pas dit que c'était impossible, elle a dit que c'est très rare. Que la possibilité de contamination par un asymptomatique est très rare. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, c'était tout simplement les gens qui avaient des signes cliniques de Covid, on les mettait dans l'hôtel de luxe 4 étoiles, qui était vide à ce moment-là, puisqu'on avait tout bloqué, et toute personne ne voulait venir en France. Donc, et on les isolait des autres. Parce qu'on est contagieux, en fait, quand on tousse et quand on crache. Et si on avait isolé ces gens-là, d'ailleurs, l'OMS dit bien qu'il y a beaucoup plus à gagner d'isoler les gens malades que par tous les autres moyens. Alors vous citez un certain nombre de pays en exemple, alors Taïwan, Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, puisque quelques pays européens. Le Vietnam, pourquoi vous ne parlez pas du Vietnam? Parce qu'à l'époque, j'avais pas de chiffres. J'ai regardé les chiffres, moi, hier, du Vietnam. Ils sont très intéressants. 35 morts, et depuis le début... Parce qu'eux, ils ont fait le contrôle aux frontières tout de suite. Ah ben oui, la première chose dans une épidémie, c'était de fermer les frontières. Et on dit bien dans notre journal, nous avons perdu la bataille des frontières parce que nous ne l'avons pas livrée. Parce que c'était tellement contraire à l'idéologie dominante actuellement que la mondialisation ne peut apporter que des progrès qu'il n'était pas question de fermer nos frontières. Et on n'a non seulement pas fermé nos frontières, mais on a même importé les Français qui étaient en Chine. On les a ramenés par avion. Et je rappelle qu'ils sont passés par Creil, et que Creil a été un des grands foyers de l'épidémie. Donc la bataille des frontières a été perdue parce que notre gouvernement n'a pas voulu la mener, premièrement. Deuxièmement, nous avons perdu parce que nous n'avons pas fait de ce qu'on appelait avant la quarantaine. La quarantaine, c'est la mise à l'isolement des gens qui sont malades. La quarantaine, c'était au moment de la peste, il fallait 40 jours. Pour la tuberculose, il fallait 3 mois. Aux États-Unis, les immigrants aux États-Unis étaient enfermés à Ellis Island pour 3 mois pour être sûr qu'ils n'apportent pas la tuberculose. Alors pour la Covid-19, maintenant c'est 7 jours. Oui, alors le Covid-19, on ne savait pas au départ combien de temps il faudrait. Tout dépend aussi si on les traite ou si on ne les traite pas.
Si on avait voulu couper la tête à l'épidémie, et c'était facile, il fallait écouter ce que disait Raoult. Raoult disait, et ça tout le monde aurait pu le vérifier, si on voulait faire un essai thérapeutique, les gens qui croyaient pas Raoult pouvaient le vérifier très vite. Il prétend qu'avec son traitement, en 8 jours, vous diminuez très fortement la charge virale au point de la rendre totalement inopérante et non contagieuse. Et ça, vous pouviez le vérifier en 8 jours. Donc si on voulait faire un essai, il fallait tirer au sort pour les gens qui ne croyaient pas Raoult. Parce que quand on croit Raoult, on ne peut pas tirer au sort, on ne peut pas accepter de ne pas traiter la moitié des malades. Mais pour les gens qui disent Raoult est un menteur, très bien, ils tirent au sort Raoult contre rien. Et on regarde la charge virale. Et ça, on l'a en 15 jours. Puisqu'au bout de 8 jours, on a suffisamment. En 15 jours, on pouvait démontrer si c'est un menteur ou pas. Bien entendu, tous ces grands savants n'ont jamais fait un essai de ce type, qui était le seul qui permettait d'avoir un résultat. Au lieu de ça, ils ont essayé de faire des choses compliquées, donc qui sont tous explosés en vol. Un essai randomisé. Discovery, Recovery, tous ces trucs sont explosés en vol, n'ont jamais conclu. Alors que le président lui-même nous avait dit début avril, nous aurons le résultat dans 15 jours, puis début mai, nous aurons bientôt le résultat, et puis nous sommes maintenant à 6 mois, et bien sûr, il n'y aura jamais de résultat parce que le résultat est mauvais pour eux.